Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Cette semaine, on met à l'essai la Lotus Emira. Bien que le manufacturier Lotus offre actuellement 4 produits, nous ici, on a seulement la Lotus Emira. Oui, effectivement. Lotus est une marque qui gagne en popularité, si on peut s'exprimer ainsi. On a vendu 70 % plus de véhicules en 2024 qu'en 2023, notamment parce qu'on vend à l'international un VUS qui s'appelle le Elettré, 100 % électrique, une berline électrifiée qui s'appelle la Emiya, évidemment le supercar Evija, une voiture de 2000 chevaux produite à 130 unités seulement, qui coûte plus de 2 millions de dollars. C'est complètement fou comme véhicule. Alors, ça viendra pas chez nous parce que ce sont des véhicules fabriqués du côté de la Chine et qu'il y a une taxe de 100 % pour tous les véhicules électriques provenant de Chine sur le marché nord-américain. Donc, on oublie ces 3 produits-là, mais dans le cas qui nous concerne, c'est une voiture, d'une part, à essence et deuxièmement, fabriquée en Angleterre. Alors ça, on l'a. Évidemment, ça a été un véhicule coup de cœur pour toute l'équipe. On la trouve belle, on la trouve sexy, mais on la met à l'essai aujourd'hui pour voir si le constructeur Lotus est un constructeur sérieux. Évidemment que c'est une voiture coup de cœur. La Lotus a toujours été pour moi une bagnole de puriste. Light is right, c'était évidemment la philosophie de Colin Chapman qui était le fondateur de la marque. Bon, évidemment, avec les véhicules électriques, on n'est plus là. Ce sont des véhicules très puissants, mais très lourds. Mais ici, on est encore dans la philosophie initiale de Lotus. Et ce qu'on veut savoir, c'est si cette voiture-là est capable de rivaliser avec ce qui existe sur le marché, parce qu'il y en a d'autres voitures sport, on va le découvrir un peu plus tard. Dans le cas qui nous concerne, on essaie un modèle First Edition, évidemment avec moteur V6 Toyota, boîte manuelle. Il y a aussi une variante avec moteur 4 cylindres turbo compressé. Ça vient de chez Mercedes. Il y a des journées comme ça où on n'a pas vraiment l'impression d'être au travail. Alors, pas besoin de vous dire que lorsque je me retrouve sur le circuit de Mécaglisse au volant d'une Lotus Emira avec V6 suralimenté et boîte manuelle, bien, il y a quand même des pires journées au bureau. Alors, c'est une voiture qui vraiment m'impressionne, d'abord par son design. Moi, je trouve que les designers de Lotus ont fait un travail exceptionnel avec cette voiture-là. Daniel Durand, qui est le chef designer pour cette Lotus Emira, il ne faut pas le confondre évidemment avec l'acteur, a fait un boulot sensationnel. C'est pas une voiture étonnamment très impressionnante sur le plan de l'aérodynamisme parce que le CX est à 0,349. Alors, c'est pas vraiment bon, mais n'empêche, le look de cette voiture-là est sensationnel et il y a plusieurs petits éléments qui me plaisent, à commencer par le fait qu'on voit ce papillon s'envoler au niveau du moteur lorsqu'on accélère avec la voiture dans le rétroviseur. C'est un petit détail qui est franchement très agréable. Alors, on le sait, il y a 2 motorisations de disponibles avec la Lotus Emira. Une voiture qui est quand même assez légère, hein, c'est à peine plus de 1400 kg, alors c'est quand même assez impressionnant pour une voiture moderne. Donc, vous allez pouvoir vous procurer le moteur 4 cylindres AMG 2 litres de 340 chevaux. C'est jumelé dans ce contexte à une boîte double embrayage à 8 rapports. Mais évidemment, avec la mécanique de prédilection et la seule qui était offerte en 2024 sur notre marché, c'est le V6 qui provient de chez Toyota, V6 de 3,5 litres sur lequel on ajoute un compresseur volumétrique pour aller chercher 400 chevaux de puissance et surtout une sonorité vraiment exaltante. Il y a quelques options disponibles sur la Lotus Emira, pas autant que chez Porsche, heureusement, mais une de ces options, c'est l'ensemble sport ou la suspension sport qui change de façon radicale le comportement du véhicule. Et si vous faites du circuit avec votre voiture, je vous le recommande fortement, mais autrement, conservez la suspension d'origine qui pardonne beaucoup plus sur la route, qui est plus facile à vivre essentiellement et qui ne vous donne pas l'impression que vous faites des compromis parce que la voiture demeure quand même assez incisive. Mais sur un circuit comme ça, on sent qu'il y a du sous-virage parce qu'il y a un débalancement de la caisse, évidemment, et que la suspension est peut-être juste un petit peu plus molle que si vous optez pour l'ensemble sport. Il y a quand même 3 modes de conduite avec la Lotus Emira, le mode normal, mode sport, mode piste. Évidemment qu'en mode piste, la voiture est beaucoup plus ferme, mais le mode sport, c'est le bel équilibre, à mon avis, pour avoir beaucoup de plaisir. De toute façon, vous allez avoir ici une mécanique qui répond instantanément, pas de délai dans l'accélérateur. Bien sûr qu'on a un moteur V6 placé à l'arrière
donc un peu lourd et qui débalance la voiture. On apprend facilement à vivre avec et au final, c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. Ça se rapproche dangereusement du plaisir qu'on a au volant d'une Porsche 718 Cayman GTS. Il y a un petit point par contre qu'il me faut souligner, la transmission est parfois récalcitrante. Pas qu'elle n'est pas précise, mais le levier de vitesse demande un peu plus de doigté au niveau de la manipulation par rapport, encore une fois, à une Porsche 718 Cayman qui, pour moi, est la mesure étalon. Alors, plus on conduit avec la Lotus Emira sur le circuit de Mécaglisse, plus évidemment on est à son aise, on adopte la voiture. Et le sentiment qui m'habite actuellement, c'est celui d'une McLaren à rabais en quelque sorte. J'ai l'impression d'être dans une petite McLaren, évidemment moins puissante avec une boîte manuelle, mais c'est quand même la même philosophie. Une voiture très légère, très précise au niveau de sa conduite, qui demande un peu de doigté, mais qui est franchement agréable à conduire et qui évidemment se distingue énormément des voitures italiennes et allemandes qu'on retrouve sur le marché. Alors, l'Emira, c'est essentiellement une voiture qui succède avec brio à l'Evora GT, une voiture qui était peut-être un petit peu plus pointue, moins élégante également. Je pense que Lotus a frappé dans le mille avec cette voiture-là et ça fait en sorte que l'Emira risque d'être beaucoup plus populaire. On sait déjà que Lotus connaît plus de succès avec cette voiture-là qu'avec l'Evora, mais on sait aussi que Lotus est une marque qui tend à multiplier son offre et qui semble aujourd'hui beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'était il y a quelques années. Alors ça aussi, c'est rassurant. Et petit truc qui est rassurant également, c'est qu'on a ici un moteur V6 Toyota, je le rappelle, un moteur d'une grande fiabilité. Alors pour ceux qui craignent la fiabilité d'une voiture provenant d'une marque qui ne distribue que quelques modèles au compte-gouttes, bien, soyez sans crainte, c'est une mécanique extrêmement solide. Il existe des options de garantie prolongée qui sont complémentaires à la garantie du fabricant. Renseignez-vous. Le saviez-vous? Vous pouvez choisir votre marque d'huile préférée pour votre voiture. Que ce soit une recommandation ou un coup de cœur, demandez-la lors de votre entretien. Vous pouvez même l'apporter à votre garagiste et lui demander de l'utiliser. Une simple démarche qui assure à votre moteur les meilleurs soins et une performance optimale. Après tout, votre choix compte pour la longévité de votre véhicule. Besoin d'aide pour choisir l'huile idéale? Essayez LubConsult de Total Énergie. On jase, là. Mettons que j'ai un client qui se procure une Lotus Emira puis que j'ai la chance de pouvoir l'essayer. Comment je fais pour savoir si je suis assuré de façon adéquate pour conduire le véhicule? En théorie, si ton client est correctement assuré, tu n'aurais même pas besoin d'avoir une police pour pouvoir emprunter ou conduire son véhicule, seulement un permis de conduire valide. C'est sûr, par contre, que si jamais il arrivait quelque chose, ce serait l'assurance du client qui s'appliquerait. Et ça, tu veux peut-être pas ça. Donc, à ce moment-là, tu peux ajouter l'avenant 27 à ta police pour permettre de couvrir tous les véhicules que tu pourrais louer ou emprunter. Mais attention, dans ce cas-là, c'est seulement en cas d'accident responsable que ça s'appliquerait. Donc, pour tous les autres types d'accidents, ce serait l'assurance du propriétaire, encore une fois, qui aurait préséance. Il faut aussi savoir que l'avenant 27, chez la plupart des assureurs, a une limite de couverture. Donc, on parle de 50, parfois 100 000 $ et ce serait clairement insuffisant pour une Lotus Emira comme celle-là. Alors, ce qu'on suggère aux gens, c'est de contacter leur assureur pour être vraiment certain qu'ils ont toutes les protections requises quand ils empruntent un véhicule. Pas pire, hein? On voit quand tu donnes du gaz. On l'entend aussi. C'est pas électrique, hein? Non, je vais l'éteindre, là. Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça, donc, Antoine? Et j'ai l'impression qu'on a voulu nous faire croire qu'on était dans un avion de chasse, sauf que ça reste pas dans les airs. Alors, le bouton de démarrage sur la console est recouvert d'un petit plastique bon marché, histoire de donner du look. Oui, mais attends un peu, là. On veut nous donner l'impression d'être un pilote de chasse, mais aussi un pilote de course, parce que regarde l'icône de chauffage. L'emoji a une espèce de casque. Mais je sens que... T'es pas obligé de porter un casque quand tu la conduis, hein? OK, mais on est quand même dans une voiture axée sur la performance, le plaisir de conduire, le moteur, les vibrations, les courbes, parce que côté techno, je serai bref. Ben écoute, ça représente un défi pour un gars comme toi, une voiture comme ça, parce que tu as une instrumentation numérique de qualité ordinaire,
Tu as un écran central ordinaire et... Monochrome? Oui, monochrome en plus. Puis moi, ma déception, c'est qu'on est dans une voiture de performance. Ouais. Je me serais attendu à ce qu'on ait davantage d'illustrations graphiques qui nous donnent des impressions ou des résultats sur notre conduite, par exemple. Et pouvoir paramétrer, comme on l'a vu chez certains autres fabricants, pouvoir paramétrer certains éléments liés à la performance du véhicule. Est-ce qu'on est capable de choisir, par exemple, une suspension plus dure, plus molle, être capable d'aller chercher une raideur dans le volant? Ben oui, exact. Tu as des modes de conduite, mais je veux dire, à travers l'écran, tu ne verras pas tout ce que tu es capable de faire. C'est très, très primaire. Écoute, il y a quand même un icône de performance où on a des données liées à la conduite de notre véhicule, la force G, le nombre de G qu'on encaisse, la puissance, le couple, la suralimentation qu'on traduit par... Bien, le supercharger, le compresseur volumétrique, devrais-je dire. Ouais. Alors oui, tu vas avoir le pourcentage du rendement, mais on s'entend qu'on ne l'utilisera jamais, là, ça. Ouais, écoute, il y a aussi la possibilité d'avoir le chronomètre, ce qui nous permet justement d'avoir le temps de chacun de nos tours lorsqu'on fait de la piste. Mais encore une fois, je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus profondément dans un système où on peut paramétrer certains éléments, mais je comprends très bien que ceux qui vont acheter ce genre de véhicule-là, c'est pas nécessairement des gens qui vont rechercher de la haute technologie, des grands écrans avec des distractions supplémentaires. T'as pas besoin de distractions pendant ça, là. Non. Moi, la seule chose qui me déçoit, c'est que, évidemment, que c'est une voiture axée sur la performance, puis tu l'achètes avec passion, cette voiture-là. Mais servez-moi quelque chose d'un peu plus à jour technologiquement. Ouais. Je veux pas avoir davantage de bébelles, d'accessoires, de fonctions que j'utiliserai pas, mais juste des illustrations graphiques qui me donnent pas l'impression d'être dans une voiture d'il y a 10 ans. Ouais, ben au moins, c'est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ce qui va ajouter peut-être un petit peu de vie et puis de personnalité à cet écran-là, parce que dans le fond, on va utiliser les icônes que tu utilises et les applications que tu utilises déjà sur ton téléphone. On comprend que la haute technologie ne sert pas au véhicule, mais à la fabrication et au développement de ce véhicule-là. Parce que oui, il est performant, mais c'est parce qu'il y a du high-tech en arrière de la confection de tout ça. Bon, on n'est clairement pas dans une voiture axée sur la techno. C'est une voiture de performance pour les puristes. C'est quand même une auto qui coûte, bon, dans ce cas-ci, autour de 140 000. Ça te parle dessus? Bien, écoute, oui, c'est 140 000, mais moi, c'est les portes-gobelets. Je pense que c'est peut-être un peu petit. Je vais rester avec mon véhicule que j'ai en ce moment. Je pense que je vais être un peu mieux servi. C'est pas le prix, là. Un V9? Un V9. 3 mythes sur les véhicules électriques. Oui, un anti-rouille est bénéfique au Québec, même sur un véhicule électrique, et non, le traitement n'annulera pas la garantie s'il est fait par un professionnel. Oui, les VE ont des pépins et des pannes, par exemple la batterie 12 volts qui démarre la voiture se vide comme sur un véhicule à essence. Et oui, on peut aller au lave-auto avec notre véhicule électrique normalement. Le meilleur anti-rouille qui soit, c'est celui pour lequel vous payez en temps réel. Si vous conservez votre véhicule 10 ans, que vous faites 10 traitements à 100 $ par année, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Méfiez-vous des anti-rouilles à vie, il n'y a rien d'éternel et ça coûte souvent beaucoup trop cher au jour 1. La Lotus Emira est une sportive qui a une gueule d'enfer et qui est absolument emballante à conduire. Lotus, c'est une marque dont les voitures ont toujours fait preuve d'une dynamique de haut niveau et de performance très relevée, et c'est définitivement le cas avec la Emira. En fait, ce qui impressionne le plus au volant de cette voiture, c'est la façon dont elle nous fait sentir la route par son châssis qui est très communicatif. C'est une voiture dont la direction hydraulique donne un excellent ressenti avec beaucoup de précision. De ce côté-là, c'est vraiment exceptionnel. Le moteur V6 de 3,5 litres provient de chez Toyota. Il est suralimenté par un compresseur. Il est à la fois performant avec une réponse instantanée à l'accélérateur et il est aussi fiable. Ce moteur se retrouvait aussi d'ailleurs dans la Evora GT que Lotus produisait avant l'Emira. Lotus avait annoncé ses intentions de ne produire éventuellement que des modèles à motorisation électrique, mais la marque est revenue sur cette décision, ce qui signifie que la Emira ne sera peut-être pas le tout dernier modèle à moteur thermique de la marque, comme Lotus l'avait pourtant annoncé. C'est donc une histoire à suivre.
On avait vraiment l'endroit idéal pour essayer ce véhicule-là, Antoine. Hein? Ben oui. Puis dans l'essai, justement, tu fais un parallèle qui est intéressant. Moi, tu sais, dans une ancienne vie, je vendais des McLaren. Puis tu parles que la conduite se rapproche beaucoup d'une McLaren. Absolument, J'ai eu ce sentiment-là aussi au volant. Je me sentais un peu comme dans un 570S, mais vraiment à prix rabais. Là. Alors pour moi, le parallèle avec McLaren il est aussi évident parce que ce sont deux voitures qui ont le même pays d'origine, qui ont un peu la même philosophie de design. Tu prends place à bord de la voiture, la position de conduite est un peu semblable. L'importance de la légèreté structurelle est là. Évidemment qu'on n'a pas le même niveau de performance, pas du tout la même clientèle cible et c'est surtout pas le même prix parce qu'une McLaren, ça va coûter quoi? 3 fois plus cher. Mais ici, on a vraiment une saveur exotique qui est unique, que tu ne retrouveras pas dans une Corvette ou dans une Porsche 718 Cayman, qui serait un peu une rivale de cette voiture-là. Bien justement, tu la compares à la Cayman. Dans le guide de l'auto, on dit qu'on peut avoir une Cayman 718 GTS pour 20 000 $ de moins. Ouais, sur papier, de façon théorique, je comprends ce que voulait dire Hugues ici parce que le PDSF est plus bas que celui d'une Lotus. Sauf que, en vérité, chez Porsche, si tu te présentes là-bas et que tu veux acheter une Cayman GTS 4.0 sans option, on va te virer de bord en 30 secondes. La vérité, c'est qu'il faut que tu mettes 30, 40, 50 000 $ d'options et c'est sûr que la Porsche va coûter plus cher que la Lotus. Après ça, est-ce que c'est un meilleur investissement? Assurément, parce qu'une 718 Cayman GTS, ça se revend comme ça et à fort prix. Ça sera pas nécessairement la même chose avec la Lotus, mais le prix n'est pas exorbitant pour ce que c'est. Évidemment que ça s'adresse à 1% de la population, là, mais ça demeure raisonnable pour le niveau de performance et de plaisir de conduite que tu obtiens parce qu'il y a des véhicules qui peuvent coûter 2, 3, 4 fois plus cher que ça qui ne te donneront pas le même niveau de plaisir que tu vas avoir au volant d'une Lotus Emira. C'est le truc que je retiens de cette auto-là, une voiture qui est très solide aussi. Moi, j'ai adoré conduire ça. Et si vous avez l'intention de comparer ça avec une Chevrolet Corvette, bien, sachez qu'une Corvette, c'est extrêmement lourd, c'est pas du tout la même dynamique. Et évidemment qu'on sait qu'une Corvette, aujourd'hui, en mettant quelques options, la facture grimpe énormément. On est loin du 70-75 000 $ qu'on annonçait lorsque la Corvette est arrivée en 2020 sur le marché. Aujourd'hui, en bas de 100 000, t'as pas grand-chose. Puis en vérité, on achète toujours des voitures avec plusieurs options. Ici, la bonne nouvelle, c'est que le catalogue d'options demeure raisonnable. Tu peux personnaliser ta voiture assez facilement et ce n'est pas une voiture qui est largement diffusée. Donc, tu vas avoir une exclusivité de conduire cette machine-là. Et j'ai un peu regardé sur le marché d'occasion ce qui existait. Il y en a peu à vendre. Alors, ce sont des véhicules qui conservent quand même une bonne valeur sur le marché d'occasion. Donc, pas une catastrophe au niveau de la dépréciation, mais forcément que c'est plus dur à revendre qu'une 718 Cayman, où là, il y a une demande qui est très forte. Là. Bon, maintenant, si on parle de prix, le modèle qu'on a mis à l'essai coûte combien? Puis à quoi on peut s'attendre au niveau des coûts d'entretien et de la fiabilité? Je m'attends pas à des coûts d'entretien astronomiques. D'abord parce qu'on a une mécanique simple, hein, on sait que c'est un V6 Toyota, mais aussi parce que aujourd'hui, si jamais tu vis une mauvaise expérience avec ton concessionnaire, tu peux toujours aller chez l'autre. Il y a 2 concessionnaires Lotus au Québec maintenant, et quand il y a de la compétition, bien, on est souvent un petit peu plus compréhensif. Bon, évidemment, si tu achètes un produit comme une Ferrari, il y a un concessionnaire au Québec, tu vas vivre avec le concessionnaire. Mais ici, c'est une bonne nouvelle. On est un peu plus sérieux, il y a un peu plus d'offres. Lotus a l'air de vouloir s'implanter et aller chercher des parts de marché, et ça, on ne l'avait pas senti depuis nombre d'années. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et comme la mécanique est solide sur cette voiture-là, attendez-vous pas à des coûts d'entretien astronomiquement élevés. Plus cher à rouler qu'une Corolla, là, c'est clair. Et quant au prix du véhicule, ben, on est à 145 000 $, taxes de luxe incluses, ce qui, compte tenu du niveau de performance et d'exclusivité que tu obtiens, n'est pas si mal que ça. C'est très facile de dépasser cette facture-là avec une Porsche sans mettre trop d'options. Puis évidemment, comme on le disait, une 718 Cayman GTS 4.0 avec un niveau d'options raisonnable, tu es à 160, 170 facilement. Et bonne chance pour l'obtenir, ça c'est l'autre chose. Ça se peut que tu patientes 1 an, 2 ans. Ici, ça risque d'être moins long, bien qu'il n'y a pas énormément de disponibilité au niveau des inventaires, parce qu'encore une fois, c'est un véhicule de faible distribution. Ce qu'on veut pas avec un produit comme celui-là, c'est un peu le brûler comme on a fait chez McLaren avec la McLaren GT, des véhicules qu'on a en stock
qui trouvent pas preneur et qui voient leur valeur fondre comme neige au soleil. C'est pas le cas avec la Lotus. Moi, c'est une voiture coup de cœur. J'ai adoré cette machine-là. Et honnêtement, demain matin, si j'étais dans le marché pour me procurer une bébite de ce genre-là, j'hésiterais sérieusement avec une 718 Cayman GTS. D'autant plus que je sais que j'aurai une voiture plus unique, plus légère, avec un comportement qui est vraiment différent. Il n'existe rien d'autre sur le marché qui se compare à ça, en fait. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a encore accès à une boîte manuelle, ce qui n'est pas le cas du véhicule de la semaine prochaine, puisque c'est une voiture électrique. Oui, c'est la Volvo EX30. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.